Bonjour, je m'appelle Alexandra Blanvéa, je suis guide conférencière et je vais vous accompagner pour cette promenade qui commence avenue du Prado. Alors notre visite aujourd'hui va s'intéresser à une époque déterminante pour le développement de la ville de Marseille, car elle est à l'origine de profonds changements dans l'espace urbain. La période qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième moitié du XXe siècle et notamment les 30 glorieuses comprises entre 1955 et 1975. Ces décennies sont une période d'intense mutation dans la manière de bâtir, dans la forme architecturale, mais également dans les matériaux utilisés, et notamment avec l'arrivée en force du béton armé. Le béton armé qui est le matériau idéal pour construire vite, pas cher et pour le plus grand nombre, car le mot d'ordre après la Seconde Guerre mondiale est le logement. Le logement pour reloger les sinistrés d'après-guerre, mais également pour faire face au baby-boom et bientôt à l'arrivée des rapatriés. Et notre visite va nous amener dans un quartier peu touristique, un beau quartier de Marseille qui donc abrite quelques bâtiments d'intérêt architectural et qui révéleront parfois des surprises et susciteront notre intérêt. Ici, nous étions dans la campagne marseillaise, et pas n'importe quelle campagne, la campagne des Bastides, ces belles résidences de villégiature avec leurs propriétés agricoles qui appartenaient aux grandes familles bourgeoises qui, dès qu'elles le pouvaient, quittaient la ville-port pour rechercher l'air frais, la fraîcheur et le calme de leur résidence secondaire. Dès le 19e siècle, tout cela va s'urbaniser, ces grandes familles vont commencer à revendre leurs terres et le quartier va s'urbaniser avec des logements collectifs plutôt de standing, comme la résidence construite entre 1952 et 1954 par Ivan Benz et André Devin. C'est une résidence qui date à peu près de la fin de la reconstruction. Une période importante puisque on est après la Seconde Guerre mondiale. Il faut donc reloger toutes les personnes qui ont perdu leur logement. En France, c'est plus de 1800 communes sinistrées, des millions de personnes à reloger. Marseille également, qui fut bombardée, mais également dynamitée en 1943. Et donc la priorité, elle est double, remettre l'industrie en marche, mais également reloger les sinistrés. Et à Marseille, deux programmes vont être mis en avant. C'est la reconstruction du Vieux-Port et également la cité radieuse de Le Corbusier. Et comme Le Corbusier, ces architectes vont être influencés par le mouvement moderne. Si vous regardez cette façade, vous pouvez très bien passer devant sans la remarquer, et on peut comprendre. Pourtant, elle est typiquement moderne, car elle est complètement dépouillée. C'est une façade dépouillée. Les architectes de la modernité trouvaient l'ornement inutile. Autre lien avec le mouvement moderne, ce sont les matériaux utilisés ici. Et en premier lieu, le béton armé. Alors, à la différence de Le Corbusier, qui lui va décider de montrer son béton brut de décoffrage, c'est ce qu'on appelle le brutalisme. Ici, les architectes vont faire le choix de cacher le béton et de le cacher par une pierre de parement blanche. Car pour eux, le béton vieillit mal. Et ils n'ont pas tort, notamment pour le béton armé, qui, au bout de quelques décennies, commence à se dégrader. Car, en fait, l'eau rentre dans le béton, va oxyder les tiges métalliques et faire exploser le béton. D'ailleurs, on dit que le béton a une espérance de vie limitée à 100 ans.
Un autre matériau très prisé par les architectes de la modernité, c'est le pan de verre. Et ici, il est présent à deux endroits différents. D'abord, tout en verticalité, il accueille ici l'ascenseur de l'immeuble. Alors l'ascenseur, c'est peut-être l'élément le plus mobile dans un bâtiment. Et les architectes vont décider de l'exposer au regard des passants, conférant aussi à cette façade un élément de mouvement. L'autre pan de verre, il est à l'entrée. L'entrée du bâtiment, qui fait angle, a été pensée en retrait comme une petite placette. Elle marque une transition entre l'espace public et l'espace privé. Et le pan de verre, qui est présent ici, marque une continuité entre l'extérieur et l'intérieur. L'entrée est composée de deux éléments assez intéressants qui lui procurent une dimension assez méditerranéenne. C'est d'abord la galerie de piliers qui rappelle un peu les péristyles classiques et permet à l'air de circuler et agit aussi peut-être un peu comme un brise-soleil. Et également le sol qui est recouvert de petites tommettes en terre cuite dont la forme est très originale, une forme géométrique. Donc nous nous trouvons à l'angle de la rue Jean Mermoz et de la rue Rodot-Kanachi. Et c'est aussi André Devin qui va construire cet immeuble de logement entre 1962 et 1965, soit 10 ans après la résidence. Et André Devin, comme beaucoup d'architectes de sa génération, va être influencé par les États-Unis et notamment par les gratte-ciel américains avec leurs façades de lisses et recouvertes de vitres. C'est ce qu'on appelle le fameux mur rideau. On peut même dire qu'ici, l'immeuble a une double peau, à la fois une face interne avec ses nombreuses baies vitrées et une face externe avec ce réseau aussi de résilles d'aluminium qui agit comme un brise-soleil orientable qui prend toute la proportion de l'étage, un peu comme des stores vénitiens. L'aluminium était un matériau très prisé par les Américains car inoxydable et il était souvent utilisé comme élément de menuiserie pour ces fameux gratte-ciel. Alors au départ, André Devin a un projet qu'il ne va pas pouvoir réaliser. Son projet est le suivant, il veut que son ossature d'immeuble soit métallique, comme les américaines, comme les gratte-ciel américains, car là-bas, la construction était métallique à la place du béton. Alors pourquoi il ne peut pas réaliser ce projet? Eh bien, nous sommes après-guerre et l'industrie de la sidérurgie est à l'arrêt, comme toutes les autres industries. La seule encore en marche, c'est l'industrie du béton qui a été sollicitée pendant la guerre pour la construction notamment de nombreux blocos et c'est la seule qui peut encore répondre aux impératifs de la construction. Construire pas cher, vite et pour le plus grand nombre. Son bâtiment aura donc une ossature en béton armé. Pourtant, il va recouvrir ses piliers en béton d'une tôle métallique et les résilles en aluminium que nous avons vues vont donner un aspect gratte-ciel américain à un immeuble pourtant bien marseillais. Donc ici, l'entrée, comme pour la résidence, est une entrée d'angle traitée en retrait et là, ce n'est pas une petite placette, mais on a l'impression d'être dans un jardin japonais. Alors, André Devin va aussi être influencé par un architecte américain que l'on connaît tous. C'est l'architecte du Guggenheim de New York, Frank Lloyd Wright, qui est aussi représentant de ce qu'on appelle l'architecture organique, une architecture qui ouvre et qui communie avec la nature. Frank Lloyd Wright fera plusieurs voyages au Japon au début du XXe siècle et il sera très influencé par ce pays qui marquera son œuvre. Donc ici on a une double influence, à la fois Frank Lloyd Wright, mais aussi l'esprit jardin japonais qui reproduit la nature avec
la présence à la fois de l'élément végétal, les plantations, l'élément minéral, les petits murs de galets, l'eau, avec même la petite passerelle, comme un petit pont que l'on peut parcourir. Il ne manque plus que les carpes. Donc nous nous trouvons ici dans l'ensemble Goya, construit en 1965 et qui abrite derrière le numéro 258 de l'avenue du Prado ce magnifique escalier qui n'a rien à envier aux escaliers d'apparat des hôtels particuliers aixois. Cet escalier est une véritable œuvre d'art, une sculpture qui semble tourbillonner tout en légèreté et pourtant elle pèse plus de 1 tonne. Voilà. C'est une œuvre unique, un chef-d'œuvre de charpenterie, un escalier à vis dont les marches en aile de moulin s'enroulent autour de son noyau central. Et si vous vous approchez de chaque marche, vous verrez sous face qu'elle est composée de 10 feuillets de lamellés collés qui sont donc collés les unes sur les autres et désaxés, un peu comme quand on ouvre et qu'on déplie un éventail. Hein. C'est assez exceptionnel comme prouesse technique. Hein. Cet escalier a été assemblé, collé et poncé sur place. Hein. Il est fait de sapin et toutes les marches ont été recouvertes de chêne. Donc il n'est qu'un élément du décor de l'entrée, conçu par un architecte designer qui s'appelle Jean Piatanida et qui a appartenu à l'œuf, un centre d'études des années 60, 70, 80, constitué de mosaïstes, d'architectes, de designers, de graphistes qui étaient très intéressés par l'utilisation de matériaux variés pour concevoir de nombreuses entrées d'immeubles, beaucoup à Paris, et l'entrée du Goya. Donc voilà, notre visite s'achève ici, même s'il y a tout un tas d'autres bâtiments majeurs à découvrir, dont le Grand Pavois qui, pendant de nombreuses années, a été la tour qui a dominé Marseille du haut de ses 102 mètres. Alors n'hésitez pas à vous connecter au site de l'association Provence Guide Interprète, ainsi que sur mon site Art Visite Provence, pour voir toutes les visites que nous proposons. Et merci.